Notre monde est en train de se métamorphoser. Les robots sont à nos portes et les progrès de l'intelligence artificielle nous impressionnent un petit peu plus chaque jour. Comme après toute innovation de rupture, vient une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère sera pleine d'opportunités pour ceux qui sauront les saisir. Mais certains ne sont pas de cet avis. Ils voient en ces technologies une menace existentielle. Alright, well, a global call to stop artificial intelligence in its tracks. That is what's happening right now, as groups and cities around the world demand action to regulate AI today. Et cette crainte est exacerbée par les idoles modernes qui sont persuadées que la machine surpassera bientôt nos capacités cognitives. Les quantités d'argent injectées dans les entreprises de la tech ont connu des records et les gouvernements du monde entier font la course à celui qui aura l'intelligence artificielle la plus développée. Les assistants virtuels deviennent de plus en plus présents, de même que les démonstrations des robots aux capacités qui rattrapent nos films de science-fiction préférés. Il est donc légitime de se demander si on a atteint le point de non-retour, celui où les machines surpassent l'homme. En clair, sont-elles devenues plus intelligentes que nous ? Et justement, dans cette vidéo, on va tenter de répondre à cette question au travers d'un match. Oui, un match, car il faut bien confronter ces deux intelligences, et figure-toi qu'un beau jour, je suis tombé sur cette phrase. Le jeu est la forme la plus élevée de la recherche. Cette phrase a été prononcée par Albert Einstein, l'un des esprits les plus marquants dans l'histoire moderne. Et il n'a pas tort, car l'homme n'a cessé de tester les limites de sa réflexion par le jeu. Des Mésopotamiens aux Vikings, chaque culture a inventé le sien. Et dans toutes les civilisations, éloignées dans l'espace comme dans le temps, les joueurs talentueux étaient respectés, parce que les jeux permettent de tester les capacités de réflexion. Par exemple, en Asie, au 6e siècle après Jésus-Christ, dans un monde façonné par la domination et la guerre, l'intelligence se mesurait par la disposition à gagner des batailles et anticiper les coups de l'adversaire. C'est donc en toute logique que l'être humain a créé un jeu à l'image de son univers. Un jeu de guerre où les pions représentent les membres d'une armée. Tu l'as compris, il s'agit de l'ancêtre des échecs. Et grâce à son évolution, les échecs modernes, je te propose d'ouvrir le duel le plus décisif de notre histoire, le match de l'homme contre la machine. Match qui va nous permettre de répondre à notre question, est-ce que la machine est devenue plus intelligente que l'homme ? L'origine de notre duel homme-machine se situe dans la période historique de la guerre froide. Durant ces années de tension, les États-Unis et l'URSS luttaient pour la suprématie. Le spectre de la destruction mutuelle empêchait tout affrontement militaire direct. Ils ont alors choisi d'autres champs de bataille et l'un d'entre eux va particulièrement nous intéresser. Et oui, les échecs, héritage du passé guerrier de l'humanité, se sont imposés comme l'un des terrains de cette rivalité intense. En 1972, chaque camp va choisir son champion pour s'affronter dans un duel épique surnommé le match du siècle. What Rod Laver is to tennis, what Jack Nicklaus is to golf, that's what Bobby Fischer is to chess. And on June the 22nd, unless arrangements fall apart, and in the stormy world of chess anything can happen, Bobby Fischer of the United States will finally meet Boris Spassky of the Soviet Union in Belgrade, Yugoslavia, for the chess championship of the world. At stake, immense prestige for the Russians who jealously guard their reputation as the country of the chess masters. They've held the world title for 35 years. Ce duel transcende le simple jeu et devient une véritable confrontation idéologique entre l'Est et l'Ouest. Permets-moi de te raconter le déroulement de ce match, car même s'il n'implique pas encore la machine, cet événement sera un jalon crucial de l'histoire. À cet instant, un petit garçon de 9 ans, encore loin de se douter de son avenir, est sur le point de voir sa destinée changer, celle de devenir le premier homme à défier la machine. Il va être témoin d'un match entre deux géants, élus grands maîtres par leurs pays respectifs. Chez les Américains, l'élu, c'est lui, Bobby Fischer. Un prodige des échecs ayant commencé à jouer dès l'âge de 6 ans. Très tôt, son talent exceptionnel se fait remarquer et il devient rapidement l'un des plus jeunes grands maîtres de l'histoire, obtenant ce titre à seulement 15 ans. Il bouleverse les conventions avec son style de jeu agressif et ses méthodes de préparation uniques. Fischer se distingue rapidement sur la scène internationale, remportant des victoires éclatantes contre les meilleurs joueurs du monde. Sa personnalité complexe, mêlant génie et excentricité, fait de lui une figure légendaire. You think the Russians are pretty worried about you at this moment? Oh yeah, they have been ever since I started playing chess. Even as a little boy? That's right. Avec son caractère imprévisible et son jeu, il incarne l'individualisme et l'innovation de l'Occident. En face, Boris Spassky, né en URSS, est un virtuose. Il représente la rigueur et la discipline soviétique. Devenu champion du monde en 1969, il est l'un des joueurs les plus respectés de son époque, reconnu pour son style de jeu polyvalent et sa capacité à s'adapter à tous les types d'adversaires. Face aux provocations de son futur rival, il reste de marbre. Ah, the greatest pleasure. When you break his ego, this is where it's at. But do you like to beat another man? Yeah, I do. Yes, I like to beat them. Le match est serré dès le début, chaque coup intensifie la tension sur l'échiquier et le monde entier. Fischer et Spassky se livrent à une bataille acharnée où chaque mouvement est analysé, scruté et anticipé par des millions de spectateurs.
Les deux joueurs déploient des stratégies complexes, se répondant coup pour coup, sans qu'aucun ne parvienne à prendre un avantage décisif. Au fur et à mesure que la partie avance, l'atmosphère devient de plus en plus électrique. Fisher, avec son goût pour le risque, tente des attaques audacieuses tandis que Spassky, fidèle à sa discipline, répond avec une défense implacable. Les spectateurs retiennent leur souffle à chaque mouvement, incapables de prédire qui sortira vainqueur de cet affrontement historique. La pression monte, les erreurs se font rares, mais chaque coup pourrait être fatal. L'enjeu dépasse de loin le simple jeu, c'est une lutte idéologique, un combat entre deux systèmes, deux visions du monde. Le monde entier est suspendu à ce duel, car tous savent que le vainqueur de ce match entrera dans la légende. Mais il y en a un pour qui ce match représente encore plus. Pour notre petit garçon, il s'agit d'une quête vers le sommet. Il s'imagine à la place de ses grands maîtres, un jour, assis face à un échiquier, à défendre l'honneur de sa patrie. À chaque coup joué, son cœur bat un peu plus fort, car il le sait, ces moments façonnent l'histoire, et dans ses rêves les plus fous, il aspire à en faire partie. Le suspense est à son comble, et chaque joueur prend son temps avant de choisir son mouvement. C'est une victoire symbolique pour les États-Unis. Les échecs deviennent ainsi un terrain où l'intelligence humaine est mise à l'épreuve dans sa forme la plus pure. Mais ce match n'aura servi qu'à atteindre l'orgueil des soviétiques. Après la défaite de Spassky, l'URSS redouble d'efforts pour maintenir son hégémonie sur les échecs mondiaux. Le jeu va alors bénéficier d'un soutien institutionnel sans précédent, avec des écoles spécialisées et des programmes de formation intensifs pour les jeunes joueurs. Dans les années 80, le petit garçon a bien grandi, il est maintenant internationalement connu sous le nom de Garry Kasparov. Il est redoutable au point de défier le champion du monde, Karpov, lui aussi soviétique, dans une série de matchs épiques marqués par des stratégies complexes et des combats psychologiques intenses. C'est simple, de 1975 à 1998, lui et son prédécesseur vont écraser la concurrence. 23 ans de domination, aucun occidental ne parviendra à les déloger. Mais malgré tout, les Américains n'ont pas dit leur dernier mot. Si aucun humain n'arrivera à les battre, alors ça sera une de leurs machines. On est désormais en 1985 et un informaticien taïwanais en fin d'études, dans une université de Pennsylvanie, a comme idée de concevoir un ordinateur dédié aux échecs, Pensée profonde. Ces algorithmes étaient des fonctions d'évaluation très simples, cependant, ils pouvaient examiner un demi-milliard de positions par coup joué lors d'une partie d'échecs en cadence de tournoi. Cela représente une capacité d'analyse de 720 000 coups par seconde. En comparaison, un humain peut aller jusqu'à 10 coups. Évidemment, je ne te parle pas d'un amateur, mais des grands maîtres des échecs. C'est mal parti pour l'être humain. Pensée profonde gagne le championnat nord-américain des ordinateurs, puis le championnat du monde des échecs des calculateurs. Mais pour passer pro, il faut se confronter aux hommes. C'est donc le 22 octobre 1989 que les regards se sont tournés vers Long Beach, où Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs, se prépare à affronter son destin. Un premier match opposant l'intelligence humaine à la puissance de calcul brut d'une machine. La première partie commence avec une ouverture classique. Kasparov, célèbre pour sa compréhension profonde des positions et ses stratégies innovantes, met rapidement la machine sous pression, utilisant des tactiques complexes et des sacrifices positionnels que le cerveau synthétique ne comprend tout simplement pas. La capacité de la machine à calculer des millions de positions par seconde ne suffira pas. Il ne parvient pas à anticiper toute la subtilité des coups humains. Après une série de manœuvres brillantes, Kasparov remporte la première partie. Rook to E2 by Garry Kasparov, and in this position, the computer admits defeat. Pensée profonde n'est pas à proprement parler une intelligence artificielle, il s'agit d'une grosse machine statistique jouant avec les probabilités pour essayer de prévoir les coups de son adversaire. Cependant, la machine a la possibilité de corriger les erreurs commises lors de la première partie dans le but de s'adapter pour la partie suivante. Mais Kasparov, sur la retenue dans la première partie, se lâche complètement. Il devient encore plus agressif, poussant l'ordinateur à faire des fautes. Avec son expérience et son intuition, il exploite rapidement les faiblesses de la machine en jouant avec une précision chirurgicale à se demander si lui-même était humain. Okay, I did it well. C'est une victoire pour l'homme, malgré la puissance de calcul de la machine, l'intelligence humaine, avec son esprit créatif, reste supérieure. Il gagne également cette deuxième partie, scellant ainsi sa victoire.
Mais ne te réjouis pas trop vite, car cela n'est que partie remise. La machine a attiré l'œil d'une grande entreprise, et pour ces informaticiens, cette défaite n'est pas la fin, mais plutôt un point de départ. Ils réalisent que pour créer un ordinateur capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs, ils doivent non seulement améliorer la puissance de calcul, mais aussi intégrer des stratégies plus sophistiquées. Ils créent ainsi la nouvelle génération qu'ils appellent Deep Blue. L'objectif est maintenant clair, il faut faire tomber Kasparov. Deep Blue a une capacité de 12 gigaflops pour 1400 kg, 1m80 de hauteur et 1m20 de largeur. Les flops représentent le nombre d'opérations mathématiques par seconde. En résumé, Deep Blue était capable de réaliser 12 milliards d'opérations par seconde. Si ce nombre peut te paraître impressionnant, sache qu'un iPhone aujourd'hui est capable d'aller jusqu'à 18 milliards d'opérations par seconde. À l'époque, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui et il fallait déplacer ce mastodonte sur place. Il fallait une équipe de 10 personnes et environ 60 minutes pour l'installer. Nourris de plusieurs centaines de milliers de données sur les matchs des grands maîtres, les créateurs demandent une deuxième confrontation qui aura lieu à Philadelphie en 1996. L'occasion enfin pour la machine et ses créateurs de vaincre le champion du monde. Le match se déroulera en 6 parties et l'événement attirera une attention considérable. Des experts et des amateurs du monde entier vont suivre chacun des coups. Cette fois-ci, Kasparov est pris de court. Deep Blue est très agressif et remporte la première partie. C'est la première fois qu'un ordinateur bat un champion du monde en titre sous des conditions de tournoi. Les commentateurs et les spectateurs sont stupéfaits, c'est donc possible. Deep Blue a démontré une puissance de calcul et une précision impressionnantes. Maintenant c'est clair pour le champion des hommes, il faut prendre le match au sérieux. Avec son pragmatisme, le soviétique s'adapte rapidement. Dans les parties suivantes, il change de tactique, essayant de déstabiliser la machine avec des ouvertures inhabituelles et des mouvements complexes. Son idée est simple, si la machine avait analysé des centaines de milliers de parties, alors il fallait sortir des schémas habituels, innover, créer de nouvelles ouvertures comme cela n'a jamais été fait auparavant, de manière à être imprévisible. Dans le même temps, sa capacité à comprendre les positions et à anticiper les réactions de Deep Blue lui permettent de reprendre l'avantage. Kasparov remporte 3 parties et 2 autres se terminent par des matchs nuls. C'est encore raté pour la machine, 4 victoires à 2 pour le champion des hommes. Malgré tout, Kasparov a prouvé une fois de plus qu'un mental d'acier, associé à l'expérience et à la créativité, sont des atouts inestimables, impossibles à reproduire pour une machine. Mais les créateurs le sentaient, ils étaient proches du but, il manquait si peu de choses pour enfin venir à bout du champion. Ils vont alors doubler la fréquence de fonctionnement, enrichir sa base de données avec de nouvelles configurations, lui apprenant à reconnaître de nouvelles situations et à comprendre de nouveaux concepts. La version 1997 de Deep Blue pouvait chercher entre 100 millions et 200 millions de positions par seconde, anticipant jusqu'à 8 paires de mouvements des pièces blanches et noires. C'est donc un an après leur première confrontation que Kasparov et Deep Blue se retrouvent à New York pour un nouveau match en 6 parties sur 8 jours. Pour fêter son 50e anniversaire, l'ACM, l'Association for Computing, a organisé une partie d'échecs au sommet entre le champion du monde en titre, Garry Kasparov, et un super ordinateur d'IBM, Deep Blue. Cette fois-ci, Deep Blue est plus puissant et mieux préparé. Comme auparavant, le monde des échecs a les yeux braqués sur ce match. Alors que la première partie est remportée assez facilement par l'homme, un événement surprend. Et Deep Blue réalise un mouvement spécifique, un mouvement que l'on qualifiera plus tard de non-humain. Cette fois-ci, ça y est, la machine a évolué. Ce coup inattendu déstabilise notre champion et ébranle sa confiance. Il perd la partie. Durant les 3 parties suivantes, la machine ne fait aucune erreur et malgré la pression croissante, Kasparov se montre résilient et résistant aux attaques. Les 3 parties se terminent par des matchs nuls. Nous y sommes, le 11 mai 1997, c'est la dernière ligne droite. La dernière partie après un combat qui a duré plusieurs jours. Kasparov est épuisé et les performances de son adversaire le font douter. Alors que la machine recommence à faire des coups inattendus, il fait une erreur. Et cette erreur lui sera fatale. L'ordinateur va exploiter la faille de manière implacable, assurant ainsi sa victoire. After the move C4 has resigned. Ça y est, nous y sommes, c'est la première fois qu'une machine bat un champion du monde en titre dans un match complet. La machine a dépassé l'homme, Kasparov, le champion, celui qui dominait depuis tant d'années, est vaincu. Cet événement a suscité de vives réactions. Pour beaucoup, c'est un véritable triomphe de la technologie, démontrant les avancées incroyables de l'intelligence artificielle. Pour d'autres, il s'agit d'un moment de réflexion sur les frontières de l'intelligence humaine comparée à la force de calcul brute d'une machine. L'objectif ayant été atteint, Deep Blue ne participera plus à des parties d'échecs, mais sera utilisé à des fins de recherche. Malgré les prouesses de Deep Blue, l'intelligence de la machine restait contestée. Pour dissiper les doutes, il fallait viser encore plus haut. Mais comment surpasser un exploit déjà monumental? Le nombre total de positions possibles aux échecs est estimé à environ 10 puissance 40, soit environ 2 fois le nombre de grains de sable sur notre planète. Cette complexité provient de la diversité des pièces et de leurs mouvements spécifiques. Alors comment dépasser cet exploit? Eh bien c'est simple, battre l'homme dans un jeu qui est encore plus complexe, disons
10 puissance 130 fois plus. Figure-toi qu'un tel jeu existe, il s'agit du jeu de Go. Pour s'imaginer le nombre de possibilités du jeu de Go, les grains de sable ne suffisent plus, il faut se représenter chaque atome de l'univers observable. Je suis sympa, je te laisse 5 secondes. C'est bon ? Eh bien, ça ne représente même pas la moitié. Ce qui est paradoxal, c'est que le Go a des règles très simples. Il se joue sur un plateau appelé le Goban, qui est généralement constitué d'une grille de 19 lignes par 19 colonnes. Chaque intersection de ces lignes est une position où l'on peut placer une pierre. Comme aux échecs, les pierres sont de couleur noire ou blanche. L'objectif est de contrôler le plus grand territoire sur le plateau. Un territoire est constitué des intersections vides entourées par des pierres d'un joueur. La première confrontation entre la machine et un joueur professionnel au jeu de Go date de 2015 lorsque AlphaGo, un programme informatique développé par DeepMind, affronte Fan Hui, un joueur français d'origine chinoise et alors champion d'Europe de Go. Ce match a marqué un tournant décisif dans l'histoire du jeu et de l'intelligence artificielle. Fan Hui est un joueur respecté, mais loin d'être au sommet de la hiérarchie mondiale de Go. Il se retrouve face à une machine dont la réputation n'était pas encore pleinement établie. AlphaGo, entraîné avec des millions de parties jouées contre lui-même, dispose d'une capacité d'analyse stratégique sans précédent, alliant les réseaux de neurones profonds à la recherche arborescente de Monte-Carlo pour évaluer les meilleures actions possibles. Le match se déroule dans une relative discrétion, loin des projecteurs internationaux, mais pour la communauté de Go et les experts en intelligence artificielle, l'enjeu est immense. Au fil des parties, AlphaGo surpasse le français de manière décisive, remportant le match par un score écrasant de 5-0. Ce résultat est stupéfiant, car c'est la première fois qu'un programme bat un joueur professionnel dans un match de Go sans handicap. Un exploit que beaucoup pensaient impossible. Cependant, comme pour Deep Blue qui a dû affronter le champion de son temps, AlphaGo avait encore une étape à franchir, son Everest. Défier le meilleur joueur de Go au monde, Keiji. C'est en mai 2017, à Wuzhen, en Chine, que notre ultime rencontre va avoir lieu. Keiji, à seulement 19 ans, était une légende dans le monde du Go. Son style de jeu audacieux et sa capacité à innover sur le plateau avaient fait de lui le numéro 1 mondial. À la différence de Kasparov, il avait étudié AlphaGo intensément, analysant ses parties, cherchant des failles, des faiblesses pour tenter de le surpasser. Pour lui, ce n'était pas seulement un match, mais une quête pour prouver que l'intuition et la créativité humaine pouvaient encore dominer face à une machine. Le premier match se déroule dans une atmosphère lourde de tension. Le champion commence avec une ouverture inhabituelle, espérant surprendre la machine. Dès les premiers coups, il met toute son énergie et son intelligence dans le jeu, tentant de faire vaciller l'intelligence artificielle. Mais AlphaGo, imperturbable, analyse chaque mouvement avec une précision redoutable et le sang-froid d'une machine. Malgré l'intensité de la partie, chaque tentative de Keiji pour reprendre le contrôle est contrée par une défense de fer. Le jeune prodige, malgré tout son talent, voit peu à peu la victoire lui échapper. AlphaGo remporte la première partie et avec elle une nouvelle victoire pour l'intelligence artificielle. Les deux matchs suivants suivent un schéma similaire. Keiji, déterminé à prouver que l'esprit humain peut encore triompher, redouble d'efforts, changeant de stratégie, innovant, poussant ses limites à l'extrême. Mais AlphaGo, fidèle à sa capacité d'apprentissage et à sa puissance de calcul, reste invincible. À chaque partie, il anticipe, s'adapte, et finalement domine. Keiji, bien que vaincu, reste digne, saluant la performance de son adversaire tout en reconnaissant la portée historique de cet événement. Et oui, car avec une victoire de 3-0, AlphaGo ne se contente pas de battre Keiji, mais il établit un nouveau standard dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce match, à l'instar de celui entre Deep Blue et Kasparov, devient un symbole de la progression fulgurante des machines. La machine a battu l'homme dans les jeux les plus complexes qu'il ait jamais créés dans son histoire. Alors, est-elle plus intelligente que lui ? Elle a clairement démontré qu'elle était devenue supérieure à nous dans l'art du raisonnement logique. Mais la vérité est que ce n'est toujours pas le cas. En réalité, tout au long de cette vidéo, j'ai délibérément laissé de côté des caractéristiques essentielles, celles de notre cerveau. Et tu vas voir, ce cerveau, fruit de millions d'années d'évolution, va reléguer les machines au rang d'intelligence primitive. L'énergie mentale est l'essence de l'intelligence. Le cerveau transforme cette énergie en action, en décision et en savoir. Dans mes recherches, je n'ai pas trouvé la consommation exacte de Deep Blue lors de son dernier match, mais j'ai assez d'informations pour faire une estimation. Deep Blue fonctionnait avec 30 unités de calcul, et chaque unité consommait environ 1 kW. Cela nous donne une consommation totale d'environ 30 kW. Le match contre Kasparov en 1997 a duré environ 60 heures, ce qui signifie que Deep Blue a consommé approximativement 1800 kWh d'énergie, soit 6,5 milliards de joules. Ça paraît énorme, non ? Pour savoir, comparons cela à une unité plus connue, le Big Mac. Un Big Mac contient environ 500 calories, soit 2 millions de joules. Et donc,
La consommation énergétique de Deep Blue équivaut à peu près 2751 Big Mac. Autrement dit, avant son match, il aurait fallu que Kasparov mange 2751 Big Mac si son cerveau avait été aussi inefficace que Deep Blue. Alors bon, c'était il y a 30 ans, aujourd'hui AlphaGo devrait faire mieux, non? Eh bien, en faisant le même genre d'estimation, basée sur la consommation des cartes graphiques utilisées AlphaGo et la durée du match, on obtient une consommation d'à peu près 1250 kWh, ce qui équivaut à 4,5 milliards de joules. Il aurait donc fallu manger 1910 Big Mac pour produire l'énergie nécessaire. À ce niveau-là, c'est donc une victoire écrasante pour l'homme, même si cela se voit pas immédiatement. La machine travaille à une vitesse bien supérieure, comme si elle pouvait arrêter le temps et nécessite une grande quantité d'énergie qui n'est pas possible de trouver dans la nature. Mais l'intelligence de l'homme ne se réduit pas à l'énergie qu'il consomme, car comme le disait Albert Einstein, la mesure de l'intelligence est la capacité de changer. Et oui, une force du cerveau réside dans sa plasticité, sa capacité à s'adapter à de nouvelles situations. Cette caractéristique, nous la devons à une seule chose, la volonté de survivre dans des environnements en perpétuel changement. Et cette flexibilité n'est pas mise en valeur dans des jeux comme les échecs ou le jeu de Go, où les règles sont strictes et prévisibles. En revanche, en introduisant du hasard, on complique la tâche pour les machines, favorisant ainsi l'adaptabilité naturelle du cerveau humain. Il existe par exemple une version des échecs qui se joue avec des dés. Si le match contre Deep Blue avait eu lieu dans ces conditions, il aurait été plus équitable. Et si l'on pousse la réflexion plus loin, c'est notre curiosité qui nous force à évoluer, nous plaçant dans des situations où le changement devient inévitable. Et comme le disait Anatole France, la curiosité est la flamme qui éclaire le chemin de l'intelligence. Que serions-nous sans la curiosité ? C'est elle qui nous incite à explorer l'inconnu, à remettre en question l'évidence et à chercher des réponses là où il n'y en avait pas auparavant. La curiosité est le moteur de notre évolution, nous poussant sans cesse à apprendre, à nous adapter et à transformer les défis en opportunités. Sans elle, notre intelligence resterait stagnante, incapable de s'épanouir dans un monde en perpétuel changement. Malgré leurs performances, Deep Blue et AlphaGo, et même nos IA modernes, ne sont pas capables de curiosité. Elles peuvent analyser, calculer et anticiper des millions de possibilités, mais elles restent confinées à leur programmation. Elles ne se lancent pas spontanément dans l'exploration de nouveaux domaines, ne se posent pas de questions sur ce qu'elles ne connaissent pas, et ne cherchent pas à comprendre le pourquoi derrière le comment. Enfin, n'oublie pas que ces jeux sont la création de l'homme, et ces créations sont le fruit de sa curiosité. Et aujourd'hui, les IA ne créent pas, elles répliquent ce qui leur a été enseigné. Mais l'acte de création, celui qui jaillit de l'imagination humaine, de l'exploration de l'inconnu, reste un domaine où les machines ne peuvent que nous imiter. Tant que la curiosité et l'inventivité resteront au cœur de nos actions, l'humanité conservera son rôle de pionnier, repoussant toujours plus loin les frontières du possible. Je vais donc te laisser avec cette dernière citation. Le véritable signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination.